Cette semaine, un top 10 sur mes albums jazz préférés. Non, changez pas de poste tout de suite, là, vous allez voir, il y a des bonnes affaires en jazz. D'ailleurs, moi, j'ai découvert que j'aimais le jazz à peu près à l'âge de 18 ans, par hasard. On a un des plus gros festivals ici, à Montréal, à travers le monde. Et en 10e position, sont tous des albums que vous devriez avoir dans votre collection. C'est Headhunters par Herbie Hancock. C'est paru en 1973. C'était le claviériste de Miles Davis. Et c'est un des rares albums à vendre plus d'1 million d'exemplaires, albums jazz. J'entends bien. Aujourd'hui, c'est rare, même en musique pop, qui vendent 1 million. Il y en a quelques-uns quand même. Et vous connaissez cet album-là parce que les pièces ont été beaucoup échantillonnées comme Watermelon Man et Chameleon. C'est un album qui groove. Au numéro 9, Return to Forever, Romantic Warrior. Ça, c'est le groupe de Chick Corea, un autre pianiste de Miles Davis. D'ailleurs, c'est Miles Davis qui l'a convaincu de passer du piano conventionnel au piano électrique. Et parmi les groupes jazz rock, je veux dire, il y a Weather Report que j'ai beaucoup aimé, mais je pense que je préfère encore Return to Forever et cet album-là parce qu'il y a des musiciens incroyables. Je veux dire, le guitariste Aldi Meola, Stanley Clarke comme bassiste, ça c'est dur à côté, Lenny White aussi. Ce sont tous des musiciens qui ont fait des albums en solo. Et ça, c'est un must. Huitième position, Terje Repdal et son album Waves qui est paru en 1978. Il y a juste une couple d'illuminés comme moi qui connaissent ce guitariste norvégien. C'est pas une jeunesse quand même, mais lorsque je l'ai découvert dans les années 70, je me disais, c'est du jazz. Je dis, mon Dieu, c'est bien atmosphérique. Ça pourrait être le guitariste de Pink Floyd. Il doit avoir un méchant set de pédales. Et ça, c'est probablement à l'apogée de sa créativité. C'est un excellent album, très tranquille. Au numéro 7, le trompettiste américain né en 1937, Jon Hassell, et juste le titre de l'album Last Night the Moon Came Dropping Its Clothes in the Street. Hier soir, la lune est venue se déshabiller flambant nu en plein milieu de ma rue. C'est vraiment hallucinant du Jon Hassell. C'est un trompettiste. Moi, je l'ai connu avec Brian Eno sur cet album qui a une trentaine d'années à peu près. Et lui, il a vraiment développé un style, inventé un style de la trompette liquide, c'est-à-dire qu'il prend des traitements électroniques, ce qui donne des textures absolument irréelles. On a vraiment l'impression d'être dans un voyage de science-fiction. Excellent album. Au numéro 6, paru en 2005, Nils Petter Molvær et son album Heure. C'est catchy, hein? C'est pas comme Saturday Night Fever, disons. Mais ça, c'est un trompettiste qui a sûrement probablement écouté du Jon Hassell parce que lui aussi a un style de trompette assez liquide. Et il y a plusieurs albums. J'aurais pu mettre, j'adore aussi le trompettiste suisse Eric Truffat, mais lui, je le trouve un peu supérieur. Surtout l'album Heure. C'est un chef-d'œuvre au niveau de la réalisation. Des sons absolument irréels. C'est jazz, c'est très mélodieux également. C'est pas pour tout le monde, par exemple. On écoute un petit extrait. Cinquième position, le grand Miles Davis et l'album Kind of Blue. Non, je ne l'ai pas découvert en 1959 au moment de sa sortie, mais lors d'une des rééditions, il y en a eu plusieurs des rééditions de cet album-là. Et je connaissais le nom, Miles Davis. J'ai adoré ce disque. Il y en a des vraiment très difficiles. Ça, c'est un de ses plus mélodieux. Mais j'aime beaucoup le personnage aussi. C'est un punk dans l'âme, écoutez, qui remettait tout en question. Il n'était vraiment pas question qu'il fasse deux albums pareils. Il a eu peur d'un seul autre musicien dans sa vie et avec raison, Jimi Hendrix.
Au numéro 4 de Dave Brubeck Quartet et Time Out. Et moi, je me suis encore là où j'étais lorsque j'ai entendu cet album pour la première fois de ma vie. C'était au chalet d'Élisabeth Lemieux, je crois, sur le bord de la rivière Saint-François, à Drummondville, un dimanche après-midi. Puis là, je me dis, mon Dieu, mais c'est du jazz, puis j'aime ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'avais 4 ans quand c'est sorti, donc je ne l'ai pas acheté quand j'étais à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. C'est où ça? Vous prenez votre Google Earth, c'est à côté de Drummondville. Mais bref, c'est un album absolument intemporel qui mérite un 10 sur 10. Il faut avoir ça absolument dans sa collection. En troisième position, on retourne en Norvège avec Jagged Jazzy, c'était What We Must. Ça, c'est vraiment un excellent disque, un groupe que pas beaucoup de monde connaît, sauf une couple de branchés comme moi. Lorsqu'ils ont commencé, ils étaient adolescents au début. C'est vraiment plus, ils sont plusieurs dans le groupe. Il y a une couple de frères également. Et ils ont vraiment redonné des lettres de noblesse au jazz rock, parce que ça a été fait, ça a été inventé il y a une quarantaine d'années, le jazz rock, mais il n'y a pas grand groupe qui s'est aventuré dans le genre et qui a réussi. Ils ont commencé dans l'électro, mais cet album-là était vraiment plus rock et ça peut devenir assez intense. Excellent, c'est des musiques qui me parlent. Deuxième position, sorti en 1992, le violoncelliste américain David Darling et son album Cello. Je ne sais pas si vous aimez le violoncelle. Moi, c'est vraiment un de mes instruments préférés avec la clarinette basse parce que j'ai l'impression que ce sont des instruments qui me parlent. Le violoncelle, c'est très près de la voix humaine et il s'en est donné à cœur joie notre ami David Darling sur cet album-là. Ce n'est que du violoncelle. C'est vraiment pas pour tout le monde. Moi, j'adore ça. C'est tellement cinématographique, planant, mais il y en a qui se croiraient probablement en l'enterrement de E.T. Et quel est mon numéro 1? Ben là, je me le regarder. Pat Metheny Group. Non, sérieux, je vous en avais parlé dans mes albums classiques en juillet. Off-Ramp. C'est vraiment imprégné dans ma mémoire, relié à mes vacances. Je l'ai écouté quand même pas mal souvent. Et il faut dire aussi que c'est un des rares disques sur lesquels les instruments de musique électronique, en fait, ils jouaient la guitare synthétiseur un peu, puis tu avais Lyle Mays qui jouait des claviers. Mais la plupart du jazz rock, du jazz de cette époque-là, c'est pas écoutable. Mais ça a vraiment très, très bien vieilli. Puis il y a des moments absolument incroyables, comme la pièce Au lait, que je l'aime.